Et ce sont les voix de l'environnement ce soir. Bienvenue avec Henri Landès depuis la Haute-Loire. Henri Landès, fondateur de Landestini. Étienne Fourmont est également avec nous, agriculteur dans la Sarthe. Henri Landès, réexpliquez-nous ce que vous faites déjà en Haute-Loire. Et puis ce qu'est Landestini, Henri Landès. Landestini, organisation à but non lucratif qui œuvre pour la reconnexion à la terre, la nature et la ruralité, qui agit dans le domaine de l'éducation, dans l'entrepreneuriat, dans le domaine du sport. Et on travaille beaucoup avec les agriculteurs. On est vraiment dans un ancrage local dans nos projets. C'est très important pour nous. Et vous l'avez bien dit, on a quitté Paris en tant que cofondateur avec Fanny Agostini de Landestini. On est nombreux à promouvoir cette reconnexion à la ruralité, de changer de lieu de vie, parce que nous souhaitons prendre conscience que nous sommes déséquilibrés dans la répartition de la population, autant en France qu'à l'échelle mondiale d'ailleurs, et que nous avons besoin de soutenir les agriculteurs et d'être un peu plus nombreux à être agriculteurs. Eh oui, donc un beau projet depuis quelques années, Henri Landès avec Landestini. Étienne Fourmont est avec nous. Alors Étienne, vous êtes agriculteur dans la Sarthe, c'est ça Étienne? Exactement, agriculteur dans la Sarthe, éleveur de vaches laitières. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. Et 75 vaches laitières et 90 hectares de culture et de prairies, voilà. Bon, très bien. Bon, vous n'êtes pas comme Henri Landès, pas le même profil. Vous ne venez pas de la ville. Je suis la 5e génération, moi. Je suis la 5e génération sur la ferme. Donc, et j'ai aussi une chaîne YouTube où je montre tous les dimanches matins mon travail de la semaine. D'accord, très bien. Donc, en plus d'être agriculteur, vous êtes un peu influenceur, Étienne Fourmont. On peut dire ça comme ça. J'essaie de montrer mon métier aux consommateurs, aux citoyens. Très bien. L'agriculture bio peut-elle nourrir la planète? Eh bien, depuis des années, les chercheurs sont divisés sur cette question. Mais voilà, une nouvelle étude montre que le bio peut représenter, c'est une échelle qu'ils ont donnée, jusqu'à 60% de l'agriculture mondiale. Qu'explique cette étude de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement? Eh bien, tout simplement, vous savez que le bio ne doit pas utiliser de l'engrais azoté de synthèse. Elle explique qu'on peut retrouver de l'azote utile pour faire pousser les plantes. Les agriculteurs, par exemple, utilisent du fumier comme engrais qui capte l'azote de l'air. C'est comme ça qu'on fait du bio. Et cette étude, aujourd'hui, nous dit que ça peut représenter le bio dans les prochaines années jusqu'à 60% de l'agriculture mondiale. J'aimerais avoir votre avis tout d'abord, Henri Landès. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette étude? Est-ce que demain on peut aller jusqu'à 60%? Est-ce qu'on peut nourrir avec du bio une bonne partie, en tout cas plus de la moitié de la planète, Henri Landès? Oui, alors tout dépend de l'échéance et de la vitesse et surtout de l'accompagnement des agriculteurs. Il faut toujours rappeler que nous avons nous-mêmes, consommateurs, responsables politiques, institutions, entreprises, etc., accompagner les agriculteurs dans un modèle qu'on appelle conventionnel, qui n'est pas biologique en dominance et que nous ne pourrons pas commencer une discussion sur la transition vers l'agroécologie ou vers l'agriculture biologique sans dire que nous sommes aussi fautifs qu'eux et surtout pas les stigmatiser. C'est le premier point très important parce qu'on a tendance à faire cela. Mais l'agriculture biologique doit être l'avenir. On n'a pas nourrir la planète déjà ne veut rien dire dans le sens où la planète c'est elle qui produit la nourriture. C'est les humains qui ont besoin de se nourrir. Et s'il y a une chose dont la planète n'a pas besoin, c'est de la chimie dans ses sols parce que ça détruit les sols. Alors l'agriculture biologique était beaucoup plus la réalité avant que nous inventions la chimie. Et on a été obligé parce qu'on a mis une pression sur les agriculteurs de produire plus toujours, et à moindre coût, qu'ils ont été obligés de remplacer de la main-d'œuvre et du travail manuel, d'agrandir les fermes avec de la mécanisation et des produits chimiques. Donc nous sommes tous coupables, dans ce modèle n'est pas soutenable parce que autant tous les experts disent à quel point le climat, la biodiversité et la santé des consommateurs et des agriculteurs en tout premier souffrent à cause de cette agriculture qui est conventionnelle. Maintenant, à quelle vitesse pouvons-nous aller dans cette transition vers la bio? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à accompagner les agriculteurs dans cette transition? C'est une question aussi du nombre d'agriculteurs. Parce que si nous étions plus nombreux, avec des plus petites fermes ou des fermes qui étaient plus gérables pour un certain nombre de personnes et on faisait plus à la main ou avec plus petites machines, etc., ce qui était fait comme auparavant, on arriverait à aller encore au-delà des 60%. Donc ce chiffre-là, il est intéressant. Un petit point aussi, on parle avec un éleveur aujourd'hui, je tiens à le soutenir parce qu'on parle souvent de l'agriculture biologique et ensuite du végétarisme et du véganisme. C'est une des positions
positions qui se défendent, mais la réalité, c'est que si on veut une agriculture biologique, il faut faire de la polyculture-élevage. Il faut une interaction entre l'élevage et les cultures céréalières et le maraîchage, etc. On ne peut pas faire disparaître l'élevage. C'est très important de continuer. Il y a une place pour l'élevage, les produits laitiers, les produits viande. Donc, c'est une belle interaction qu'il faut trouver là-dessus et surtout un accompagnement. Alors, Étienne Fourmont, agriculteur dans la Sarthe, vous élevez des vaches laitières. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le constat d'Henri Landès ? On nous oblige à produire toujours plus. Comment il faisait avant ? Avant, il a raison, Henri Landès. C'est vrai qu'avant, il y a des centaines d'années, c'était de l'agriculture bio. Étienne Fourmont ? Oui, alors plutôt pas trop d'accord avec ce qu'il vient de dire, dans le sens où j'ai vu comment mes grands-parents travaillaient, ou même mes parents au début, et j'ai pas du tout envie de revivre la même chose dans des conditions de travail qui étaient très difficiles. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que les nouvelles technologies nous aident beaucoup à améliorer nos conditions de travail. Oui, alors racontez-nous par exemple, vous parlez de vos parents et de vos... Vous parlez pas nécessairement la chimie, monsieur. Vous parlez de la chimie ou les nouvelles technologies, je parle de l'ensemble de la recherche qui nous ont permis d'être... Pour qu'on comprenne bien, racontez-nous, Étienne Fourmont, les conditions de travail de vos parents, de vos grands-parents, et les conditions de travail, les vôtres actuellement. Mon grand-père, si je vois mon grand-père par exemple, avait un vieux tracteur qui lui faisait plutôt mal au dos, ou alors mon père, quand il était très jeune, mais a connu les chevaux de trait où il fallait tirer la charrue, c'était extrêmement compliqué. Enfin, physiquement, c'est très très dur. On voit l'espérance de vie des agriculteurs qui a beaucoup augmenté parce que grâce aux nouvelles technologies, grâce à la recherche, ils nous ont permis d'être beaucoup plus performants en agriculture. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que voilà, on est plus performant, on produit mieux aussi, et donc sur la chimie, c'est pareil. Alors il y a eu des excès, ça je vais pas dire le contraire. Il y a eu des excès, notamment ce qu'on appelait l'après-guerre, où il fallait produire pour nourrir. Donc il y a eu des excès, et on se rend compte aujourd'hui que mon père utilisait des matières chimiques qui sont aujourd'hui interdites, par exemple. Donc ce qui est plutôt très bien, puisqu'on s'est rendu compte que c'était pas bon. Donc on les a interdites. On en sort aussi de nouvelles molécules parce que la recherche s'améliore. Donc ça nous permet d'être plus efficient et moins polluant que, presque j'ai envie de dire, que mon père. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, si on regarde l'étude un peu correctement, on va dire que c'est de 40 à 60% d'ici 2050. Donc ça quand même laisse une grosse marche. C'est si les gens font plus attention au gâchis alimentaire, si aussi on étudie plus les pesticides bio, parce que ça existe les pesticides bio, vous prenez le cuivre, le soufre, ce sont des pesticides bio. Donc si on mesure l'impact, peut-être que c'est possible, mais encore qu'il faut le mesurer. Donc il y a plein de choses qui font que si ça, peut-être qu'on peut atteindre 40 à 60%. J'ai envie de dire, si avec des si on met pari en bouteille, comme on dit. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est peut-être possible en 2050 d'avoir 40 à 60% de bio. Moi, je pense que si déjà on est à 40 en 2050, je trouve que ce sera déjà 40-50%, ce sera déjà beaucoup. Le seul point positif que je vois, c'est que les nouvelles technologies, la recherche, la robotique nous permettront d'être beaucoup plus précis et d'utiliser beaucoup moins de produits phytosanitaires. Donc c'est vraiment pour moi la chose hyper importante, c'est pas de dire voilà, on revient à la main avec j'ai envie de dire moins de matériel, des petites surfaces, je sais pas, parce que aujourd'hui on est de moins en moins nombreux en termes d'agriculteurs, la main d'œuvre c'est de moins en moins facile d'en trouver en agriculture, donc me dire que plus de monde en agriculture sur les plus petites surfaces, honnêtement de mon expérience d'agriculteur, j'y crois pas trop, mais je suis pas contre, mais j'y crois pas trop, donc il faut vraiment qu'on accentue pour moi la recherche sur les produits phytosanitaires et sur de nouvelles technologies. Oui, alors Henri Landès. Bon, il est assez pessimiste, Étienne Fourmont, ça fait beaucoup de si. C'est vrai que quand vous lisez l'étude, il y a beaucoup de conditions pour arriver à ce chiffre de 60%. Et puis aussi, il faut que les agriculteurs, j'allais dire traditionnels, entre guillemets, jouent le jeu du bio aussi, Henri Landès. Je respecte la position de M. Fourmont. Et puis, un aspect qui est sous-estimé, c'est la dureté et les conditions de travail d'agriculteurs. Si elle s'améliore, c'est une très très bonne nouvelle, et d'ailleurs les congés, le temps de loisirs, le bien-être des agriculteurs devrait être un vrai débat dans ce pays. Et on n'en parle pas assez. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que l'avenir, c'est la recherche dans l'amélioration des produits phytosanitaires. Je ne suis pas non plus d'accord avec le fait que 40% devraient s'en satisfaire. C'est juste pas possible, dans le sens où on est en train de dégrader les sols beaucoup trop vite. Et le sol, c'est pas la matière première,
c'est la base. S'il n'y a pas un sol qui est fertile, on ne pourra rien produire, ni rien manger. Et ensuite, la santé des agriculteurs, certes, peut être améliorée grâce à des nouvelles technologies, et je ne suis pas du tout contre, mais la réalité, c'est que nous devrions donner beaucoup plus d'envie aux personnes dans des villes, aux personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Et vous l'avez dit, vous n'êtes pas contre, donc c'est une bonne nouvelle. Mais on ne soutient pas suffisamment la filière et les filières dans l'agriculture pour donner envie à se lancer dans ce très très beau métier qui est difficile mais qui peut aller en s'améliorant en termes de conditions de travail. Et ensuite, c'est pas du tout revenir en arrière, le fait de faire de plus d'agroécologie, de replanter des haies, d'observer la nature pour travailler plus avec, de faire ce que vous avez très bien dit, du biocontrôle, des produits biocontrôle, donc ce qui est autorisé dans la bio, c'est des produits qui font partir les pestes, les insectes, etc., avec des engrais, pas des engrais, mais du naturel qui sont autorisés, et aussi des engrais naturels qui peuvent être fabriqués. Mais encore une fois, le naturel, c'est encore plus vertueux quand c'est une interaction entre l'élevage, tout élevage, que ce soit brebis, volailles et aussi bovins, caprins, et les cultures de plantes. En ce qui concerne cette transition-là, nous sommes dans l'obligation d'aller vers beaucoup plus de bio plus vite. Et cela ne veut pas dire juste le certificat agriculture biologique. Il faut une approche beaucoup plus large à l'agroécologie. Ça veut aussi dire une dimension sociétale où les personnes consommateurs et les personnes qui veulent travailler autrement soutiennent l'agriculture et deviennent beaucoup plus concernées par peut-être faire un peu d'agriculture dans leur vie. C'est pas possible que nous continuions à avoir de moins en moins de main-d'œuvre, comme vous l'avez dit, et de moins en moins d'agriculteurs. C'est pas possible dans le sens où on peut pas continuer à mettre de plus en plus de pression sur les mêmes fermes, les mêmes personnes qui ont de plus en plus de mal à recruter. Est-ce que ce ne sera pas une question aussi, Henri Landès, et je vais poser la question à Étienne Fourmont aussi, une question générationnelle, de génération? Est-ce qu'on peut imaginer que nos enfants, qui ont aujourd'hui 10-15 ans, si jamais ils deviennent agriculteurs, pour eux, ce sera du bio à 100%? Parce qu'ils ont été aussi éduqués dans ça, Henri Landès? Alors je pense qu'il y a peut-être un peu une question de génération, mais en fait, j'ai trouvé des personnes qui se sont lancées dans la bio, autant de la génération de nos parents, grands-parents, et aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans notre travail avec quelques conseils départementaux, des chambres d'agriculture, ils nous disent qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui étaient en conventionnel, qui n'arrivent pas à transmettre, justement parce que les candidats, pour reprendre, veulent quelque chose de très différent. Et donc, l'effort doit être fait dans les deux sens, de chacun. Il faut que nous préparions la transmission des fermes pour pas que ça aille à l'agrandissement à des nouvelles générations, et que ces nouvelles générations aussi comprennent que peut-être qu'ils vont pas faire exactement ce qu'ils veulent tout de suite, et qu'il faut une adaptation. Il faut aussi écouter les agriculteurs qui ont vécu cette difficile période, il faut le dire. La nature est en crise longtemps, et vous avez parlé du fait que vous voulez pas revenir en arrière parce que vous avez envie de travailler comme vos parents. C'est ce que disait Étienne Fourmont qui est avec nous. L'agriculture, beaucoup d'endettement, il y a beaucoup de déprimes, il y a beaucoup d'isolement. Ça, c'est injuste aussi. Donc, il faut qu'on se dise globalement, le modèle, il n'est pas soutenable, et le modifier, mais c'est à tout le monde de se mobiliser pour ça. Étienne Fourmont, alors est-ce que vous voulez répondre à Henri Landès, Étienne? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire qu'il faut attirer les jeunes dans l'agriculture, qu'il faut promouvoir les filières agricoles, parce que clairement, évidemment, on manque de main-d'œuvre et de jeunes qui peuvent s'installer en agriculture. Je pense que il y a aussi beaucoup une question de rémunération du travail. Ça, on l'a un peu mis de côté, mais on va pas revenir. Enfin, c'est compliqué comme sujet, ça peut être très complet comme sujet, mais je pense que la rémunération du travail, c'est aussi un sujet très important en agriculture. Mais au-delà de ça, je pense surtout que inciter les jeunes. Que j'ai aussi des amis qui sont agriculteurs, qui sont en bio, et je m'entends très bien avec eux. Et surtout, une chose que je pense qu'on sera d'accord tous les deux, c'est ne pas opposer les agricultures françaises entre le bio, le conventionnel, l'agroécologie, les techniques de culture simplifiée. Voilà. Tous ces choses-là, il ne faut pas les opposer. Je pense que l'agriculture française, globalement, elle est très riche de sa diversité, que ce soit bio ou conventionnel ou autre production, et que tendre plus vers le bio, peut-être, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Vous avez en bio aussi des choses qui sont, mais comme dans l'étude, l'étude le dit très bien, le cuivre et le soufre sont vraiment des gros polluants pour le sol, qui sont beaucoup utilisés en bio. Donc il faut être très très prudent en se disant on va passer le maximum en bio, avec quelle façon de produire aussi, quoi. Parce qu'il faut regarder du bio, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Par exemple, le soufre et le cuivre, on l'utilise dans quoi et pourquoi en bio?
On l'utilise pour traiter contre les maladies des plantes, voilà, ces choses-là, quoi, pour traiter surtout contre les maladies des plantes, contre les insectes qui vont ravager les plantes ou les champignons qui ravagent les plantes. Donc voilà, donc c'est plein de choses comme ça qu'il faut qu'on soit bien prudent sur la façon dont on va produire ce bio-là, et surtout j'insiste sur le fait de ne surtout pas opposer en France les agricultures. Ouais, bon. Alors, Henri Landès, on va bientôt terminer cette émission. Il nous reste 3-4 minutes. J'aimerais quand même, et laisser un petit peu le bio de côté, revenir avec vous sur cette crise du Covid. Les terrasses sont réouvertes, hein. Hier, on commence petit à petit à déconfiner. C'est l'heure aussi du bilan. J'aimerais avoir votre ressenti sur ce que vous avez vécu depuis 1 an et demi en tant qu'agriculteur. Henri Landès, et juste après, oui, Étienne Fourmont. Comment vous avez vécu ces 18 mois qui ont été particulièrement difficiles, Henri Landès ? Oui, et pour le respect de tous les agriculteurs qui sont autant amis que collègues et monsieur qui est avec nous aujourd'hui, je ne suis pas agriculteur, je suis quelqu'un qui vit sur une ferme, mais on produit pour notre propre consommation, pour un but pédagogique, et donc on fait de petits polyculture élevage et on met les mains dans la terre justement parce qu'on est très humble face à ce que c'est le métier de l'agriculteur. Mais premier point, la crise Covid nous a appris que c'est pas tôt pour réévaluer comment nous sommes répartis sur notre territoire, de un, que nous sommes peut-être trop denses dans de nombreuses agglomérations et que nous devrions être beaucoup plus en soutien à des métiers qui nous permettent de vivre au quotidien. Je m'explique, il y a des services essentiels, se nourrir, se chauffer, pouvoir avoir une dépollution de l'air, etc. Grâce à des personnes qui travaillent de leurs mains, qui utilisent évidemment leur tête, mais on n'a pas du tout valoriser ça suffisamment dans les décennies, et on est frappé par une crise comme ça, par l'essentiel, c'est-à-dire pouvoir vivre des services grâce à des services et grâce à des modes de vie qui finalement sont assez déconnectés des écrans, des services, etc. Sans dire qu'il faut se déconnecter de tout ça, mais c'est un bon rappel. Et un exemple très pertinent pour aujourd'hui, c'est pendant la crise Covid, on a demandé, le ministre a dit, il faut des ouvriers agricoles, aider les agriculteurs. Il ne faut pas qu'on attende une crise de la Covid pour cela. Il faut que nous soyons tous mobilisés toujours pour ça. Étienne Fourmont, vous partagez l'analyse d'Henri Landès ? Là, je partage pour le coup, complètement. Oui. Non, je suis complètement d'accord avec lui. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je l'ai vécu sur ma ferme. Comme je vis où j'habite, où je travaille, donc pour moi, ça a eu beaucoup moins d'impact que pour monsieur qui va à Paris ou pour les gens qui travaillent à l'extérieur, en gros, quoi. Pour moi, c'était beaucoup moins impactant. Après, évidemment, avec le vétérinaire, avec le laitier qui vient chercher le lait tous les 2 jours, avec les fournisseurs d'aliments, on prend nos précautions. Mais moi, je l'ai plutôt bien vécu par rapport à d'autres personnes qui étaient beaucoup plus mises en avant que moi, avec des risques beaucoup plus graves que moi, quoi. Voilà. Bon, merci à vous, Étienne Fourmont, agriculteur dans la Sarthe. Merci à vous, Henri Landès, fondateur de Landestini, dans sa ferme depuis la Haute-Loire. Henri Landès, je le rappelle, vous venez de la ville, mon cher Henri, vous êtes allé dans cette ferme. Est-ce que, en quelques mots, il nous reste 30 secondes, est-ce que vous pourriez refaire le contraire, Henri Landès, d'ici quelques mois, quelques années, revenir en ville, Henri ? Non. Ou ces choses inenvisageables maintenant ? Je ne suis pas contre, j'adore la ville, mais je pense que je vais vivre dans des territoires un petit peu plus sains en ce qui concerne le lien à la nature, aux producteurs locaux et densité de population. Donc je suis très heureux là où je suis. Bon, très bien, merci à vous en tout cas, Henri Landès, que vous connaissez bien sur Sud Radio, fondateur de Landestini depuis la Haute-Loire. Et j'aimerais remercier, vous êtes très sympathique, Étienne Fourmont, agriculteur dans la Sarthe, qui a une chaîne YouTube. Voilà, Étienne Fourmont, des vidéos que vous pouvez voir tous les dimanches. Restez avec nous dans un instant, vous retrouvez Bismart, Stéphane Soumier et son invité. Restez avec nous, à tout de suite.